Nous sommes le 13 juin 1886 sur les rives du lac de Starnberg, en Bavière. Il est 22h30. Les corps de Louis II et celui de son psychiatre sont repêchés. Les circonstances de la mort du roi restent mystérieuses. Le roi que l'on dit fou a-t-il mis fin à ses jours ou a-t-il été assassiné? Il y a un conflit permanent dans cet homme entre le roi qu'il est et l'homme. C'est un homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même, moralement et physiquement. C'est une sorte d'acteur dans des décors de théâtre, indispensable pour survivre. La thèse officielle dit que Louis II a assassiné son psychiatre et qu'il s'est suicidé. Allez sur place, vous vous rendrez compte que la thèse officielle ne tient pas. Louis était gênant. Et il est vrai que sa mort a arrangé le gouvernement. Quelle que soit la façon dont soit mort Louis II, il y a eu une mise en scène. Il faut se plonger dans l'enfance et dans l'adolescence du prince héritier pour comprendre cet homme au destin tragique. Partons pour la Bavière sur les traces du roi Louis II. Un document signé Anne Verdaguet. Les rives du lac de Starnberg, plus de 120 ans après les faits. Cette croix désigne aujourd'hui l'endroit où a été retrouvé le corps de Louis II de Bavière, le soir du 13 juin 1886. C'est ici que s'est joué le destin tragique de cet homme. Un homme qui portait en lui les espérances de tout un peuple. Louis II n'a que 18 ans lorsqu'il accède au trône de Bavière à la mort de son père Maximilien en 1864. Issu d'une dynastie ancienne et prestigieuse, celle des Wittelsbach, le jeune roi propulsé très tôt sur la scène politique a déjà un charisme extraordinaire. Son regard perçant, sa taille, 1,92 m, son allure impressionnent le peuple et la noblesse. Il est d'une beauté magnifique. D'ailleurs, tous les témoins de l'époque sont frappés. Donc, en fait, quand il défile pour la première fois à Munich en tant que roi, les gens voient en fait le plus bel homme de son temps et ça devient la plus grande star immédiatement de son époque. En gros, c'est Brad Pitt qui monte sur le trône, si vous voulez. C'est une sorte de légende vivante immédiatement, parce que c'est un prince de conte de fées. Auréolé d'une beauté juvénile, le roi incarne la promesse d'un avenir brillant pour son pays. Mais il n'est pas préparé à ses devoirs de jeune monarque. Dès son plus jeune âge, il est un garçon rêveur, mélancolique et solitaire, à qui l'on impose une éducation très stricte. Son père veut faire de Louis un érudit capable d'embrasser un savoir universel. Et Louis doit apprendre en 5 ans ce que les petits Bavarois apprennent en 8. Louis est debout à 5h30 et il a des heures d'études jusqu'à 20h. Et toute son enfance repose sur un déséquilibre entre la propension à la rêverie, qui est déjà en lui, et ce programme très austère, très strict, le fait qu'on veut le préparer à ses devoirs de roi. Donc une vie spartiate, une vie assez triste. Et dans cette vie triste, en ville, les seules vraies vacances, c'est dans le château de Hohenschwangau, en Bavière, et les vacances avec la jolie et séduisante cousine Sissi, au bord du lac de Starnberg. Ma cousine. Mon cousin? Il y a combien de temps que je ne t'avais pas vu? 5 ans. Non, plus. 5 ans et 6 mois. Sissi, future impératrice d'Autriche, est comme un double pour Louis II, futur roi de Bavière. Il l'appelle la colombe, elle le surnomme l'aigle. Ils se confient leurs secrets et partagent une passion commune pour les lacs, les forêts et les montagnes bavaroises. Louis II passe la majeure partie de son enfance dans ce décor majestueux et dans le château de son père, Hohenschwangau, littéralement le haut pays du cygne. Ce lieu fera une forte impression sur le jeune garçon. Il a appelé Hohenschwangau le paradis de son enfance. Et dans ce château, on retrouve les légendes allemandes, et notamment Lohengrin.
Lohengrin aurait même séjourné dans ce château. Et on dit même que Tannhäuser, le troubadour du Moyen-Âge, y aurait séjourné. Bon, alors de quoi alimenter l'imagination du petit Louis, qui vit dans ce décor, qui regarde quotidiennement ses fresques. Il vit dans un univers imaginaire dès son enfance. Le jeune roi est fasciné par ces personnages merveilleux qui prendront une place très importante dans sa vie d'adulte. Lohengrin, le chevalier au signe de la légende du Graal, incarne pour lui un idéal d'équité et de justice. C'est un monde éthéré, je dirais pur, idéaliste. Et c'est un garçon qui semble très vite se lasser de la vie publique. Déjà, il s'isole dans la nature, passe des heures à cheval, contemple les arbres, les lacs. Mais bien sûr, pour un futur souverain, ce n'est pas suffisant. Louis II vit dans ses rêves de chevalier alors que la Bavière est au bord du conflit armé. Le Premier ministre de la Prusse, Bismarck, veut unifier l'Allemagne et il va commencer par le nord. Les hostilités sont engagées, le roi n'a que 20 ans et il exècre la guerre. Il signera l'ordre de mobilisation de ses troupes à contre-cœur, mais il prendra bien soin de ne pas trop engager ses soldats dans le conflit contre la Prusse. Malgré lui, le roi sauve ainsi son pays. La Bavière conserve son indépendance. Alors le contexte politique est brûlant, c'est la question des duchés. Et Louis II se désintéresse de cette question politique. Il écrit même que cette question le dégoûte et l'écœure, et qu'il ne veut pas en entendre parler. Ce qui va intéresser le jeune roi, ce n'est pas la politique, mais une personne pour qui il nourrit une véritable passion. Dès qu'il arrive sur le trône en 1864, même si ça ne paraît pas un geste politique, ça l'est, il va faire rechercher l'idole de son adolescence, Richard Wagner. Devenant roi, il a le sentiment qu'il peut réaliser ses rêves. Et son rêve, c'est Wagner. La scène se produit quelques années auparavant. Louis II n'a que 16 ans et il va pour la première fois à l'opéra. On joue Lohengrin et pour lui c'est un choc, une révélation. Cette confrontation pour lui est extraordinaire. C'est la découverte d'un monde tout à fait nouveau et c'est la découverte d'un univers qui va le mettre dans tous ses états. Il est bouleversé par la représentation, il sort au bord des larmes et Louis II devient un fan de Wagner extrêmement vite. Il y a toute cette mythologie qui est derrière, toutes ces légendes qui prennent vie et corps devant lui, et Wagner entre en lui alors qu'il est en pleine crise de puberté. Il demande même à son père à ce que Lohengrin soit représenté une deuxième fois, ce qui sera fait au mois de juin. Et à la fin de l'année, il assiste à la représentation de Tannhäuser. Et son aide de camp qui l'accompagne a même eu peur qu'il ne succombe à une crise d'épilepsie. Tant Louis est sous l'emprise de l'émotion et il ne peut contenir son émotion parce qu'il trouve en Wagner une famille spirituelle qui lui fait défaut. Wagner va devenir une obsession pour le jeune roi. Quelques jours seulement après son couronnement, il convoque son chef de cabinet qui, médusé, se voit donner l'ordre de retrouver le compositeur, considéré comme un dangereux contestataire. Wagner est en fuite et sa situation financière reste très préoccupante. Richard Wagner, on ne sait pas très bien où il est parce que c'est un monsieur qui a une caractéristique, il est extrêmement dépensier et il accumule des dettes. Donc il passe sa vie finalement à fuir ses créanciers. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wagner à ce moment-là est vraiment au fond du trou. C'est-à-dire qu'il a commencé à composer un ouvrage gigantesque qui s'appelle la tétralogie, l'Anneau du Nibelung, 4 opéras, une quinzaine d'heures de musique globalement, que ce monstre est absolument impossible à jouer dans des conditions normales, en tout cas à l'époque. Il est au bord du suicide en réalité et il attend un miracle. Et le miracle extraordinairement se produit. C'est dans la grande salle du palais de la Résidence, à Munich, que la rencontre aura lieu. Une rencontre qui va bouleverser la vie des deux hommes. Wagner a trouvé son mécène, Louis II, sa raison de vivre. Le jeune roi se comporte comme une midinette. Il envoie au compositeur de 30 ans, son aîné, des lettres enflammées dignes d'un premier amour. La relation entre les deux hommes est très étonnante. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans le domaine de l'exaltation absolue. Mon cher, mon bien-aimé, si profondément chéri, un et tout,
Incarnation de ma béatitude, ami sublime et divin, source première de la lumière de ma vie, extase vitale, bien suprême, mon tout, mon sauveur qui me comble de bonheur. C'est une relation passionnée, passionnelle, excessive de la part de Louis. Elle est démesurée. Et Louis donne un sens à sa vie. C'est Louis II qui va révéler le génie de Wagner, qui va lui permettre de réaliser son œuvre, alors que jusqu'à présent, il est obligé d'être chef d'orchestre pour pouvoir subsister. Mais l'amour platonique entre les deux hommes sera de courte durée. Louis II paye les dettes de Wagner. Un tiers des dépenses du royaume sert à assurer le train de vie du compositeur. Le roi l'installe dans une luxueuse résidence à Munich, lui verse une pension. Il caresse même le projet de lui construire un théâtre qui verra le jour à Bayreuth des années plus tard. Das Festspielhaus aber kostet 6 Millionen! Majestät, es handelt sich nicht nur um die Sache, sondern auch um die Person. Die ganze Lebensart und Lebensführung dieses Herrn Wagner sind eine einzige Herausforderung. Là où on est dans, en réalité, un problème fondamental, c'est qu'on est dans l'hypocrisie. Wagner est intéressé, Wagner va demander toujours plus, immer zu, comme on dit en allemand, et obtiendra toujours plus. Il va se conduire comme une putain, Wagner. Il va en profiter sur tous les plans. Alors je crois qu'il y a un premier mouvement où Wagner est quand même sous, bon, il est quand même sous le choc, hein. Mais Wagner, en même temps, c'est un vieux roublard qui a toujours été entretenu par les femmes, qui adore les femmes de toute façon, qui est déjà l'amant de Cosima von Bülow, qui est à la fois la fille de Liszt et la femme de son chef d'orchestre. Et Wagner va très rapidement se dire, bon, moi ce que je veux faire maintenant, en gros, on va être un peu vulgaire, c'est mon pactole, je vais en profiter. Il se conduit comme le dernier des nouveaux riches et il installe sa maîtresse. Donc il fait plus qu'en profiter, il va perdre pied quelque part, Wagner. Et en fait, il va croire que tout est permis. Ce ménage à trois entre Wagner et les von Bülow ne passe pas inaperçu. La presse se déchaîne, mène une véritable campagne de dénigrement contre Wagner, dénonce les largesses accordées au compositeur, qui est traité de courtisane. Le scandale éclate. La population est outrée. Les ministres, quant à eux, vont bientôt adresser un ultimatum au roi, qui sera obligé de choisir entre la couronne et son protégé. On n'est pas la première incartade dans la famille royale. Le grand-père de Louis II, Louis Ier, s'est entiché, à l'époque, d'une trapéziste et écuyère qui s'appelait Lola Montes, qui travaillait dans un cirque. Et ça a été un scandale épouvantable à l'époque qui lui a coûté le trône. Et Louis a toujours en mémoire l'épisode Lola Montes avec son grand-père. Il a toujours devant lui cette image de l'insurrection. Et il veut éviter avant tout l'insurrection populaire. Donc il cède. Il écrit une lettre de rupture à Wagner en lui demandant de quitter la ville. Et Wagner quittera la ville donc le 10 décembre 1865. Ce départ est une déchirure pour le roi. Son rêve est brisé et il s'enferme dans la solitude. Désormais, rien ne pourra plus combler sa vie. Pas même l'annonce de son mariage avec sa cousine Sophie, la sœur de Sissi. Cette nouvelle surprend tout le monde. Et dans Munich, c'est l'allégresse. La population se réjouit de la perspective de ce mariage royal. Mais là encore, Louis II va décevoir son peuple. Après avoir repoussé plusieurs fois la cérémonie, la nouvelle tombe, terrible pour la duchesse, mais aussi pour la population. En 1867, Louis II va rompre ses fiançailles avec la sœur de Sissi. Et donc les cadeaux de mariage, notamment ceux qui avaient été envoyés par Napoléon III à l'impératrice Eugénie, ont dû être rendus. Et ça a été une honte. En refusant de se marier, il se coupe de la vraie vie. Et il se discrédite aux yeux de son peuple. À cela vient s'ajouter un secret plus intime encore, et lourd de conséquences pour le jeune roi. Alors c'est un homme qui va énormément souffrir de la révélation de son homosexualité, qui est très mal vue à l'époque, qui suscite tous les commérages possibles, et qui va lui poser évidemment le problème d'une absence d'avenir dynastique. Donc il y a le drame de ne pas donner d'avenir direct, une descendance par lui-même à la couronne de Bavière. Je pense qu'il y a deux Louis. Il y a le monarque qui voudrait correspondre à une norme. Et puis d'un autre côté, il y a l'homme. L'homme et ses mauvais penchants pour lui, et qu'il réprouve et contre lesquels il lutte.
Il y a un conflit permanent dans cet homme entre le roi qu'il est et le modèle qu'il doit être et l'homme. Après ce mariage avorté, la déconvenue est sévère. Ce roi fantasque et homosexuel suscite la controverse et l'incompréhension. Qui est-il vraiment? Est-il capable de régner et de diriger son pays dans une période si troublée? On vient de le voir dans le reportage, Louis II vient d'annuler ses fiançailles avec sa cousine Sophie. Philippe de Montjouvent, quelle était vraiment la nature de leur relation entre les deux cousins? En fait, ce sont donc comme vous le dites, des cousins, mais ce sont des amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble, ils ont 2 ans d'écart, donc ils se fréquentent énormément l'hiver puisque le palais du duc Max est juste à côté de la résidence, puis ils se fréquentent aussi en été, et notamment à Possenhofen. Donc arrive l'adolescence, le moment où Louis II va tomber amoureux fou, non pas de Sophie mais d'Élisabeth, et où il va se dire, bah, ma foi, je ferais peut-être bien une fin, mais avec Sophie. Et c'est plus des amours d'enfance, des amours d'adolescents, leur relation. Ça reste très chaste, très bon enfant. Il la confond un peu avec Élisabeth, il la confond un peu avec des héroïnes wagnériennes, donc il l'appelle Elsa. Et puis, à un moment, il va se dire, ah oui, mais c'est pas simplement la petite cousine bien chaste, c'est ma future épouse. Et c'est là que ça va commencer à poser un problème. Comment le peuple a réagi ensuite, le peuple bavarois, à la rupture des fiançailles? Il a plutôt bien réagi. Il a plutôt bien réagi, c'est-à-dire que Louis II avait une espèce d'aura, il était très très aimé par le peuple. Ce qui a quand même aussi beaucoup servi Louis II après, c'est que Louis II incarnait une espèce de résistance au pangermanisme, ce qui fait qu'il a toujours été adulé par son peuple, que jusqu'à sa fin, même quand on l'a déclaré fou, le peuple n'a pas voulu admettre que le roi était fou, le peuple était persuadé qu'on avait assassiné le roi, le roi pouvait dépenser beaucoup d'argent pour des constructions, le peuple continuait à l'idolâtrer, puis ils étaient d'autant plus contents que la deuxième idole du peuple bavarois, c'était quand même le duc Max, qui était le père de Sophie. Donc là, ils étaient arrivés à voir les 2 branches bavaroises qui allaient se marier entre elles, et vraiment c'était un beau conte de fées, donc on ne connaissait pas la coulisse, malheureusement. Mais Max aussi en croquait. Écoutez, moi je ne suis pas allé voir. Absolument. Il revenait chaque fois de voyage, il prenait des voyages de 6, 7 mois, 1 an parfois. Il revenait toujours avec un petit noir, un petit arabe, etc. qu'on installait à Possenhofen. Enfin, là, vous allez quand même un peu vite en besogne. Non, je n'y vais pas parce du que, tout. bon, ce qui est quand même attesté, c'est que Max avait quand même collectionné un petit peu les maîtresses et surtout les enfants naturels. Et ce qui exaspérait quand même profondément Ludovica, c'est qu'un jour par semaine, il y avait un déjeuner officiel où la famille officielle n'était pas conviée à Possenhofen et où Max déjeunait au milieu de tous ses enfants naturels. Et ça, oui, mais on les fait rapidement, les enfants naturels, non? Alors, justement, Pierre Combesco, que représentent les femmes en général pour le roi Louis II? Bien, il a une attirance pour la féminité, mais à travers les héroïnes de Wagner. En même temps, son idole sur le plan féminin, son icône, c'est sa cousine, Élisabeth. Oui, ça on en a beaucoup dit. Ils se sont vus assez souvent, ils se sont vus beaucoup à Badischl, etc. Mais Élisabeth a compris très vite que son cousin avait une petite araignée. Non, ça a été beaucoup monté en épingle. Je crois surtout que très vite, Louis II est devenu un être de fuite. Il s'est réfugié dans ses montagnes avec ses montagnards, dans ses constructions. Puis dans les opéras de Wagner. Alors, je vois et les héroïnes sanglantes de l'histoire, Marie-Antoinette et Marie Stuart. On va y revenir, Pierre Combesco, mais je vois que Philippe Montjouvent n'est pas tout à fait d'accord. Les relations avec Élisabeth, elles sont quand même beaucoup plus troubles que cela. Vous croyez que ça a été jusqu'à... Non. Non, mais on n'est pas forcément obligé de passer en position horizontale pour être amoureux fou de quelqu'un. Je ne crois pas qu'il ait été amoureux. Écoutez, on a quand même des correspondances, oui, on a quand même... il lui écrit
écrit à des moments des lettres tellement enflammées que, comme elle ne sait pas quoi faire, elle fait répondre François-Joseph, parce qu'au moins elle se dit ça va le calmer. Et ce qui est certain, c'est qu'il a une espèce de fascination pour Élisabeth. Et là, il en tombe vraiment Vous ne très croyez amoureux. pas que c'est un peu quelque chose, j'allais dire, comme on s'enflamme esthétiquement? Ah non, Oui, c'est un fantasme. C'est pas le fond de son désir. Non, non, mais on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est un amour. C'est un transfert. Voilà, affectif. c'est un Parce que les amour lettres à d'adolescent. Wagner sont de la même eau. C'est un amour d'adolescent homosexuel pour une ultra-femme. C'est-à-dire que Élisabeth, elle est à la fois merveilleusement belle, elle est impératrice et inaccessible. Donc tout ce qui est pratique... Vous dire, c'est un peu l'icône gay, enfin on ne devrait pas faire ça avec l'histoire, c'est un anachronisme, c'est un peu l'icône gay de l'époque. Oui, et puis c'est même tellement l'icône gay de l'époque que Élisabeth est quand même entourée d'homosexuels. Son meilleur ami à la cour de Vienne, c'est quand même Maximilien. Elle n'a qu'une passion dans la vie, c'est Achille, à qui elle fait construire des palais, à qui elle écrit des vers qui sont des vers de Mirliton absolument terrifiants. Elle a une maison qui s'appelle l'Aquileum. Enfin, elle a quand même cette espèce de passion dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a écarté autour d'elle tous les hommes qui symbolisent la sexualité. Fabrice, juste à l'époque, parce qu'on parle là aimablement, on est en 2008, d'un roi homosexuel, oui. Mais si on se replonge dans ce milieu du 19e, mais il n'y a pas d'homosexuel. Enfin, le mot, il faut être sérieux, le mot est inventé en 1868-1869. Donc vous voyez que la notion, et en plus au départ, elle va être reprise très vite, cette notion, par les médecins qui s'en servent pour décrire une pathologie, c'est-à-dire en fait une mauvaise mœurs sexuelle condamnable. Et si on regarde vraiment en Europe, à l'échelle européenne, il y a des pays comme l'Angleterre où c'était condamné passible de la peine de mort pour les hommes jusqu'au milieu des années 30, donc des années 1830. Et ça reste un crime. Il faut se souvenir d'Oscar Wilde. Oscar Wilde est obligé en 1895 de fuir en exil en France. Il a été en tôle d'abord. En tôle, mais ensuite de venir en France. Non, parce qu'il y avait un scandale. Enfin, oui, il y a eu plus d'un. Non, mais dans toutes les grandes familles anglaises, etc., il y avait toujours le vieil oncle qui ne s'était jamais marié, qui se trouvait au bord du feu et qui faisait du crochet ou de la tapisserie. Et tout le monde riait et tout le monde savait. Oui, mais en même temps, c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a de la tolérance, et il y a des moments où il n'y en a pas. Et dans les pays comme l'Angleterre, quand il n'y en a pas, il y a des poursuites, il y a des arrestations, il y a des fichiers qui sont mis en place. Quand on regarde l'Allemagne, c'est la même chose. Il y a des mœurs qui sont interdites. En Allemagne, à la limite, il y a eu une logique un petit peu différente qui a joué, qui est le comportement. Le paragraphe 175. Et c'est vrai que du point de vue légal, on n'a pas le droit à un acte qui est la sodomie. Par contre, il se trouve que dans l'armée, on a des tolérances pour des pratiques d'attouchement réciproque. Alors il y a des cas, ce dont on parle là, c'est vraiment d'une législation qui fait que donc vous avez un interdit, en même temps vous avez des pratiques qui sont tolérées, qui font qu'on est moins violemment poursuivi en Allemagne qu'en Angleterre. Et le paradis, grosso modo il faut le dire, c'est la France. Mais Louis II, il est vécu comment à l'époque, dans l'Europe, parce qu'il règne donc à la fin du 19e siècle. Mais il y a beaucoup de précédents, il faut quand même penser qu'il Frédéric II de Prusse, voilà, hein, qui n'avait jamais connu l'amour qu'entre les bras de ses tambours. Non, mais il faudrait peut-être pas non plus tout résumer à ça. C'est quand même très embêtant avec Louis II de Bavière, c'est que soit d'un côté on a la cage aux folles, soit de l'autre côté on a le couvent des oiseaux, où on vous explique gentiment que Louis II de Bavière était vierge. Ça, c'est des choses qui s'écrivaient dans les années 30. Je crois qu'effectivement, il a eu un réel problème après de se traumatiser par rapport à sa sexualité, mais ça. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà. On n'oublie pas la politique, mais on se pose la question. C'est que lui-même était tiraillé entre deux feux, n'est-ce pas, Fabrice? Bien sûr. Il était tiraillé entre ses pulsions et puis parce qu'il s'est retiré quand il a compris, quand il s'est vu incompris. Des dirigeants, je ne parle pas du peuple, il s'est enfermé, on le verra tout à l'heure. Il y a d'autres choses. C'est-à-dire que première chose, il commence à comprendre aussi que malheureusement, après Sadova, la Bavière devient une province de la Prusse, quasiment. Et puis, il y a d'autres choses. Depuis toujours, Louis II est passionné par l'art. Son envoûtement par la musique wagnérienne a failli lui coûter sa couronne. Mais véritablement, c'est l'édification de ces incroyables châteaux qui couronnent la Bavière qui risque de le conduire à sa perte. Regardez. Le soir du 13 juin 1886, le corps sans vie de Louis II de Bavière est retrouvé dans les eaux boueuses du lac de Starnberg. Non loin de là, son psychiatre, mort lui aussi étranglé. Les deux hommes se sont-ils battus?
Le roi a-t-il été victime d'un complot politique? Depuis quelque temps, Louis II ne s'intéresse plus aux affaires de l'État. Depuis l'annonce de la rupture de ses fiançailles, il s'est retiré dans les montagnes et passe beaucoup de temps à Hohenschwangau, le château de son enfance. Alors là, il disparaît pratiquement, ne vient presque plus à Munich. Les ministres sont obligés de se déplacer et quand ils arrivent, ils se font renvoyer, si vous me permettez, dans les cordes en disant « Cachez-vous, vous êtes trop laid » ou « Restez derrière un paravent, je ne veux pas vous voir ». Pourtant, une nouvelle guerre se prépare. Après avoir conquis le nord de l'Allemagne, Bismarck, le chancelier de fer de la Prusse, convoite à présent les États du Sud, dont la Bavière. Louis II est forcé de prendre à nouveau position. Contre toute attente, il annonce qu'il s'allie à la Prusse contre la France. Je pense que Louis a un sens politique. Il sait très bien qu'il n'est pas de taille à rivaliser avec la Prusse. Bismarck est l'homme fort. Bismarck a de grandes ambitions. Bismarck veut réaliser l'unité allemande. Et Louis a peur que la Bavière soit avalée par la Prusse. La guerre contre la France est engagée. Elle s'achève avec la capture de Napoléon III lors de la bataille de Sedan le 2 septembre 1870. La victoire de la Prusse est totale. L'unification de l'Allemagne du Nord et du Sud peut enfin se réaliser. La Bavière passe sous la coupe de la Prusse. L'armistice sera signé dans la Galerie des Glaces à Versailles en janvier 1871. Guillaume Ier devient empereur allemand. C'est un tel choc pour Louis II qu'il ne veut pas en entendre parler, qu'il refuse d'y aller et qu'il envoie son frère. Et c'est un moment horrible pour les Wittelsbach parce que c'est une Allemagne militariste, guerrière qui triomphe, alors que lui voulait l'Allemagne de l'art, de la musique, de la peinture, de la beauté, de la douceur. Il va en fait perdre le pouvoir réel. Parce que de toute façon, la Prusse a pris définitivement le pas en Allemagne, l'Autriche en est éliminée. Donc qu'est-ce que Louis II peut faire? Reprendre toujours ce qui était sa première idée, créer un monde idéal et en fait témoigner de ce qu'il veut pour l'Allemagne. C'est créer un monde à l'image du royaume chevaleresque du roi Arthur, où les grandes valeurs chrétiennes, d'une certaine manière, soient à l'ordre du jour. Ce monde imaginaire hors du temps, il va le construire de toutes pièces. Louis II s'est lancé dans un projet fou, celui de faire réaliser à flanc de falaise un nid d'aigle d'allure médiévale, malgré la désapprobation de son gouvernement. Ce sera Neuschwanstein, véritable bijou architectural, élevé à plus de 1000 mètres d'altitude. Louis II, installé à quelques kilomètres de là, dans le château de son père, suit à l'aide d'un télescope l'avancement des travaux qui dureront 16 ans. Ce château de conte de fées, installé dans un décor idyllique, symbolise pour lui un rempart contre la laideur de la guerre et de la politique, le royaume idéal. Il va affirmer son idée de la monarchie. Comme il se rend compte qu'en plus il règne, mais il ne gouverne pas dans une monarchie constitutionnelle. Donc ces châteaux vont être le catalyseur de cette idée monarchique. Il va se réaliser en tant que monarque dans la construction de ces châteaux. Ce sont des lieux par essence sacrés et inviolables. Louis II se réfugie dans son univers et va se couper de la réalité du monde. Un autre projet de château occupe ses pensées. Passionné par la monarchie française, il aura l'idée incongrue de faire construire en pleine forêt bavaroise ce somptueux pavillon inspiré de Versailles, son nom, Lindenhof. C'est un rêve, je dirais, français et décalé. Il est atteint de bourbonite aiguë. Il fait donc reconstruire à sa manière un pastiche du Petit Trianon, Lindenhof, qui est une petite pâtisserie, vraiment une pâtisserie, mais charmante, qui est le plus petit de ces châteaux et celui où il a le plus vécu. Louis II s'inspire du style baroque jusqu'à l'excès. L'intérieur n'est qu'une accumulation d'or et d'ornements. La petite taille des pièces renvoie cette impression de surcharge jusqu'à la nausée. Une débauche de moyens qui inquiète de plus en plus ses ministres. D'autant que ces extravagances ne s'arrêtent pas là. Le roi n'a pas oublié sa passion pour la musique et Wagner. Dans le parc du château se trouve une porte secrète derrière laquelle il peut réaliser l'un de ses rêves les plus fous, être l'acteur de l'un des opéras de son idole.
Voici la grotte de Vénus, le décor de l'acte 1 de Tannhäuser, reconstruit à l'identique. Un lieu dévolu au seul plaisir du roi. Louis II s'installait dans cette petite conque dorée pour écouter la musique, dans sa tête tout du moins, car le phonographe n'existait pas encore. Il n'a jamais reçu des visiteurs ici à Lindenhof et surtout pas dans la grotte. Parce qu'il préférait être tout seul. Hein. C'était sa vie sans monde spécial, disons. Un décor qui ne serait pas complet sans quelques effets spéciaux. Tel un metteur en scène, le roi fait recouvrir les lampes de verre colorées rouge et bleu pour recréer une ambiance de théâtre. Louis II se veut à la pointe de la modernité pour que son rêve soit parfait. L'électricité était inventée quelques années avant. Et Louis II, il a commencé à s'intéresser pour avoir le premier système électrique en Bavière, ici, dans la grotte de Vénus. Le roi devient ainsi acteur de sa propre vie, dans un décor irréel de carton-pâte. Mais l'on s'interroge. Louis II est-il en train de perdre la raison? Il s'est en tout cas complètement retiré de la vie publique. La politique et les intrigues du pouvoir le dégoûtent. Le gouvernement est au bord de l'implosion. À Munich, les démissions de ministres se succèdent face à un roi totalement indifférent. La seule chose qui le préoccupe dorénavant, c'est un nouveau projet toujours plus insensé. Reconstruire Versailles à l'identique sur une île perdue au milieu d'un lac. Ce sera Herrenchiemsee, un chantier pharaonique, mais aussi son dernier château, 4000 mètres carrés à la gloire de l'absolutisme à la française. À l'intérieur, une galerie des glaces façon Louis II. Nous sommes dans la Galerie des Glaces. C'est la copie conforme de la Galerie des Glaces de Versailles. Seulement ici, elle est plus grande. À Versailles, la Galerie des Glaces fait 73 mètres. Et ici, un peu plus de 77 mètres. Il faut toujours plus. Louis II fera réaliser les lustres et les candélabres en vrai cristal de Bohême. Une débauche de luxe, copie parfaite de Versailles, jusqu'au plafond où ont été reproduites plusieurs scènes de la vie de Louis XIV. Louis XIV, ou plutôt la monarchie absolue incarnée par Louis XIV, était l'idéal du roi de Bavière. C'était l'idéal de la royauté pour lui. On trouve 50 portraits de Louis XIV dans le château et aucun de Louis II. Ou plutôt si, en cherchant bien, caché dans un médaillon sur une porte, voici le seul portrait du roi de Bavière qui existe ici, mais c'est une erreur de l'architecte. Louis II ne voulait aucune représentation de lui dans le château qu'il a conçu comme un musée à la gloire de la monarchie française. Et le roi est un maniaque de la précision historique. C'est notamment le cas pour la chambre d'apparat, copie conforme de la chambre à coucher de Louis XIV. Il faudra 7 ans aux artisans d'art pour réaliser ce bijou recouvert de feuilles d'or. L'illusion doit être parfaite. Il s'est fait faire de nombreuses maquettes, des ébauches, et ça devenait de plus en plus délirant. Cette pièce a coûté à l'époque 2,2 millions de marks. Seulement cette pièce. Le lit fait 3 mètres de long et 2 mètres de large. Personne n'y a jamais dormi. Cela n'a d'ailleurs pas été prévu pour que quelqu'un y dorme. Pour le roi, ce lieu était un sanctuaire dédié au repos éternel de Louis XIV. Le roi ne profitera même pas de tout ce luxe. Il ne passera que 10 jours dans ce château, qui n'a d'ailleurs jamais reçu de visiteurs. Tous ces châteaux sont faits pour un roi seul. Il n'y a pas de cour, puisqu'il n'y a pas de reine, il n'y a même pas de courtisan. Il y a un homme seul qui vit dans ses rêves. Démesure, excentricité, voire même folie. Les rumeurs les plus insensées circulent sur ce roi qui dépense des sommes inconsidérées pour ses châteaux. Herrenchiemsee coûtera aussi cher que l'original, Versailles. Et pourtant, le roi ne verra jamais le château terminé. Il est à court d'argent et sa santé se dégrade. La transformation physique est d'ailleurs impressionnante. Il faut bien voir qu'entre le jeune homme de 1864
Et l'homme que l'on voit à partir, disons, de 1875, la métamorphose est terrifiante. 1,92 m, il va peser plus de 110 kg. C'est devenu une énorme masse. Donc cet homme se laisse aller, lui qui était vraiment impeccable, devient négligé, entouré de jeunes gens qui sont tous très beaux, et ce dérèglement, évidemment, révélateur d'un ensemble de troubles. Louis II vient d'avoir 30 ans. Il entretient une liaison avec un jeune acteur de théâtre, même s'il n'assume pas son homosexualité. Le roi vit entouré de ses valets dans ses châteaux et ne veut plus se montrer à son peuple. Il devient misanthrope et commence à vivre la nuit. Il va se décaler, à savoir que, comme le monde réel, d'une certaine manière, l'a déçu, Wagner l'a déçu, la politique l'a déçu, il va vivre de plus en plus la nuit. Alors, donc en fait, il va devenir le roi lune. Il se lève à 6 h du soir, il prend un copieux petit déjeuner, et alors là, il a des espèces de lubies. Été comme hiver, il se promène pendant des kilomètres dans la montagne, dans un carrosse qui est la reproduction du carrosse de Marie-Antoinette, entouré de laquais habillés à la Louis XV. Donc en fait, il vit dans un monde de fantasmes, mais c'est là où je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est très conscient de tout ça. Donc en fait, c'est une sorte d'acteur dans des décors de théâtre. Et il le sait, mais ces décors de théâtre, il le dit, lui sont indispensables pour survivre. Ce roi qui ne règne plus est-il devenu fou? C'est en tout cas ce que craignent ses ministres, qui vont à présent tout faire pour l'écarter définitivement du pouvoir. Louis II va s'enfermer dans son royaume imaginaire. Ces châteaux deviennent des forteresses auxquelles plus personne n'aura accès. Peu à peu, on voit bien que Louis II de Bavière s'est détourné des problèmes politiques de son temps. Jean-Paul Bled, comment... Faisons peut-être d'abord une carte postale de l'Allemagne de ce 19e siècle. Ce qu'on appelait la Confédération des États germaniques, 39 États, voilà, au moment où monte sur le trône Louis II de Bavière. Alors cette Confédération germanique, elle a vu le jour en 1815, c'était au Congrès de Vienne, donc après la défaite napoléonienne, et elle réunit effectivement 39 États qui sont de taille très inégale. Il y a de grands États, il y a des États de taille lilliputienne. En fait, le président de la Confédération germanique est l'empereur d'Autriche, et cette confédération est dominée par deux puissances allemandes et deux puissances européennes, c'est-à-dire l'Autriche et la Prusse. Deux puissances qui sont engagées dans une rivalité qui remonte maintenant assez loin, qui a un siècle derrière elle. Et à côté de cela, il y a un certain nombre de puissances, disons, moyennes, dont la Bavière, qui est même la première de ces puissances moyennes, lesquelles comprennent, avec la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg et le Hanovre. Et puis ensuite, toute une série de petits États. Chacun de ces États conservant la maîtrise de sa diplomatie, de sa défense, ce qui fait que c'est un système dans lequel la souveraineté de chacun est encore très grande. Alors, l'unification allemande se fait en plusieurs étapes. Comment est-ce que le roi de Bavière et les Bavarois ressentent finalement ce processus? Il y a certainement un sentiment identitaire bavarois très fort. Il ne faut pas oublier que la Bavière est en quelque sorte le plus vieil État allemand, que cette dynastie des Wittelsbach est la plus ancienne d'Allemagne. Donc ça a façonné une forte identité. Et d'autant qu'elle est catholique, alors que l'État dominant dans cet État allemand qui monte, qui est protestant, c'est la Prusse. Bien sûr. Et donc il y a toujours cette rivalité entre l'identité prussienne et l'identité bavaroise. C'est un élément qui a évidemment son importance. En tout cas, en 1866, qui est le premier temps de la formation de cette unité allemande. 66, c'est cette guerre austro-prussienne, Sadowa, la victoire de la Prusse sur l'Autriche. La Bavière est dans le camp des vaincus. La Bavière est l'alliée de l'Autriche. Et elle commence à subir la loi de la Prusse. Sous quelle forme? Eh bien, un traité d'alliance militaire est conclu entre la Prusse et la Bavière, c'est-à-dire que la Prusse l'impose évidemment à la Bavière. Et à partir de là, la Bavière entre déjà dans une
forme de dépendance par rapport à la Prusse. Et puis alors Bismarck qui fait signer la Kaisersbrief à Louis II, j'en ai 40. Oui, cette fameuse lettre à l'empereur, c'est certainement, je dirais, l'acte de naissance juridique, dans le fond, de l'Empire allemand. Le roi de Prusse est l'oncle de Louis II par sa mère. Sa mère Marie de Prusse. Il y a eu un acte militaire qui est Sedan, l'effondrement français, mais Bismarck et la Prusse ont besoin du soutien de la Bavière catholique, qui est l'État le plus important après la Prusse, par son identité, par son importance géographique, par son rayonnement culturel, son passé, etc. Alors ce sera, je crois, un cauchemar pour Louis II. D'abord, la scène est shakespearienne, parce que ça se passe le 30 novembre 1870 au château de Hohenschwangau par un orage diluvien, et le malheureux souverain souffre des dents, il prend du chloroforme, et il y a un aide de camp envoyé par Bismarck qui attend toute la journée, de 9h du matin à 18h à peu près, que le roi signe cette lettre par laquelle il demande à son oncle, le roi de Prusse, Guillaume, d'accepter la dignité d'empereur allemand, et non pas empereur d'Allemagne, c'est intéressant à l'époque, d'empereur allemand, pour rassembler les peuples. En fait, il va subir cette lettre. On a beaucoup discuté pour savoir si, en échange de cette lettre, Bismarck aurait débloqué des fonds pour permettre à Louis II de continuer ses constructions. On n'en a pas vraiment la preuve. Jean-Paul Bled, justement, est-ce que vous datez aussi de cette unification de l'Empire allemand, eh bien, le retrait de Louis II de Bavière, le fait que la Bavière ne compte plus dans le jeu diplomatique à partir de ce moment-là? Oui, elle ne compte plus dans le jeu diplomatique, effectivement, puisque les responsabilités diplomatiques sont passées à Berlin. Berlin les assume pour l'ensemble de l'Allemagne. Alors certes, il y a encore quelques apparences dans la mesure où la Bavière possède quelques légations à l'étranger. Il y aura une légation de Bavière à Paris jusqu'en 1914. Et il y a aussi une légation de Bavière auprès du Saint-Siège, qui a son importance évidemment pour un État catholique. Mais pour le reste, effectivement, la Bavière n'a plus de pouvoir en termes diplomatiques. Donc, Louis II le ressent profondément. Et à partir de là, il se réfugie dans un monde imaginaire. Il se détache de la politique, ça c'est incontestable. Alors, est-ce que c'est un signe de folie, Fabrice Albeda, quand il nous dit je dîne ce soir avec Louis XVI et Marie-Antoinette, quand par exemple... Quand il nous le dit, mais il le dit aussi à tout le personnel et à son entourage. Et il y a une idée de fantôme. En plus, pour instruire à charge à Linderhof, on sait tous qu'il y a ce salon où il pouvait... la table qui monte, qui descend. Qui est servie en bas. Servir en bas où on ne voit jamais... C'est une légende allemande, hein, la petite table qui monte toute chargée de victuailles et de boissons pour ne pas être dérangée. Oui, bien sûr, oui. Donc, est-ce qu'il est fou? Alors, on peut. C'est là où porte le débat. Alors, c'est précisément sur ce point-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans le délire complet? On sait qu'au moment de sa mort, on pense qu'il se croit poursuivi de manière un peu paranoïaque, etc. Bon, donc est-ce que c'est vraiment ça, des signes de folie? Est-ce que c'est, j'allais dire, une folie romantique, au sens où il se laisse emporter par des rêves, à un moment où effectivement il est en dehors du circuit, il faut bien le dire. Lui-même s'est mis en dehors du circuit, donc il faut se demander si cet isolement n'est pas lui-même le reflet déjà d'un mal-être profond. Et donc, effectivement, ces éléments vont être mis dans le dossier, mais c'est là où l'historien s'arrête. Il n'est pas tout à fait psychiatre. Moi, je crois il s'est nommé conservateur d'un musée imaginaire d'un monde d'autrefois. Alors, ce roi qui ne va pas régner, mais va créer en tout cas une polémique au sein même de son gouvernement à Munich, si bien que les ministres vont se concerter et tramer un complot pour faire interner le roi. Regardez. Nous sommes le 13 juin 1886. Le roi est mort et la Bavière est en deuil. L'émoi est considérable. Une foule immense est venue rendre un dernier hommage à cet homme que l'on a déclaré fou. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire du monde. Je veux dire, pour revoir ça, moi, la seule fois que j'ai revu ça, c'est avec l'enterrement de Diana. Je veux dire, je crois que Munich avait 1,5 million de personnes, il y a 3 millions de gens qui sont aux funérailles de Louis II. Il y a des couronnes de fleurs qui viennent même des États-Unis. Donc en fait, cet amour pour Louis II, son peuple l'a toujours eu et ça ne s'est jamais démenti. Que sait-on aujourd'hui de ce qu'il s'est passé le soir du 13 juin 1886 ? Pour le savoir, il faut revenir quelques mois en arrière.
Le roi s'est définitivement retiré dans son château de Neuschwanstein. Il ne reçoit plus personne. La rumeur grandit sur son état mental. On dit qu'il parle tout seul et qu'il sombre dans la folie. C'est un homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même, moralement et physiquement. Il est bouffi, il boit énormément de champagne, il adore les sucreries, ses dents sont pourries et le font souffrir énormément. Il n'a de recours qu'à la morphine, dont il use abondamment pour effacer la douleur. Et donc voilà, c'est un homme qui est en fin de parcours. Ce roi d'opérette ne règne plus que sur ses montagnes, et la vie réelle ne lui parvient plus que par un écho lointain. Dans sa solitude, il continue de dépenser sans compter pour construire son royaume imaginaire. Sa dernière folie, la voici. Il s'est fait construire une église byzantine en guise de salle du trône, dans un délire mystique. C'est un lieu, croit-il, où il pourra sauver son âme. Louis II avait besoin d'un lieu pour être délivré de ses péchés. C'est pour cette raison qu'il a fait construire cette salle du trône pour recevoir cette rédemption dans un endroit sacré et pur. Et ça ne s'arrêtera pas là. Le roi veut construire un nouveau château. Il demande au gouvernement de lui débloquer 6 millions de marks de sa caisse personnelle. Trop c'est trop. Le Premier ministre Von Lutz lui refuse ce nouveau prêt qui, dit-il, va mener la Bavière à la banqueroute. Louis dit, c'est très simple, puisque vous ne voulez pas me donner d'argent, ce qui est une honte, je vais demander au Parlement de me donner de l'argent. À ce moment-là, le Premier ministre se dit quoi? Se dit, c'est une catastrophe. Soit le roi a gain de cause auprès du Parlement et je perds le pouvoir tout de suite. Soit le Parlement, voyant les dettes du roi, va me dire à moi, Premier ministre, vous êtes complètement fou d'avoir laissé le roi s'endetter comme ça. Je perds le pouvoir tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si je veux garder le pouvoir? C'est me débarrasser du roi. Puisqu'il est particulier, puisqu'il est ci, etc. Je veux dire, on va en fait faire grossir les rumeurs, on va faire grossir également les dettes. Louis II est simplement déposé parce qu'il menace son gouvernement et son Premier ministre. Le complot se met en place. Et quelle raison apporter, si ce n'est à montrer que Louis est fou, à essayer d'apporter des preuves pour le destituer, pour montrer sa folie. Et pour prouver sa folie, on déterre les fantômes du passé. Car les maladies mentales sont nombreuses dans la famille, dans la branche paternelle pour commencer. Parmi les Wittelsbach figure la célèbre impératrice d'Autriche, Élisabeth dite Sissi, qui a présenté des névroses, mais qui n'était pas folle. Mais on retrouve encore plus de pathologies dans la lignée des Hohenzollern, car sa mère Marie est une Hohenzollern. Et la sœur de sa mère sera internée. Elle aura même l'impression, à un certain moment, d'avoir avalé un piano. Alors déjà, cette folie va hanter Louis, il va être terrorisé par cette folie, et aussi par la folie de son frère, Otton, qui est de 3 ans, son cadet. Alors lui est carrément frappé d'une maladie mentale et va vivre des années en se prenant pour un chien, donc était cliniquement dément. Sie schießen auf uns, Ludwig! Vater, stell dich ganz, Ludwig. Komm, Vater ist wieder weg. Un frère aliéné, cela ne veut-il pas dire que le roi lui-même est fou? C'est en tout cas ce que veut faire croire le gouvernement qui parvient à se saisir d'un autre document accablant, son journal intime. Depuis quelques années, Louis II confie ses angoisses à un journal. Ce récit témoigne de ses souffrances psychologiques et révèle un esprit torturé. Un journal dans lequel il se livre à un combat impitoyable entre ses penchants sexuels et sa foi. Il écrit que le roi ne doit pas céder. Il y a un dédoublement de personnalité et lui cède. Louis est faible. Et ça, c'est assez pathétique et je pense que ça explique beaucoup des contradictions du personnage. On disait que le roi s'adonnait avec ses serviteurs à des orgies. Alors, qu'il y ait eu des débats érotiques, cela se peut, mais de là à les transformer en orgies romaines, il y a une marge. On aurait dit aussi qu'il était agressif envers ses serviteurs, qu'il les battait. Toutes ces rumeurs vont permettre de le destituer, mais peut-on parler de folie pure ?
Le gouvernement semble pourtant avoir réuni assez de preuves. Reste la caution médicale qui seule pourra permettre l'internement du souverain. On convoque alors le docteur Van Guden, directeur de l'asile psychiatrique de Munich, à qui l'on charge de donner un point de vue sur l'état mental du patient. Il a réuni autour de lui une commission d'experts et ils ont entendu, pendant quelques mois, ils ont entendu les témoignages, ils ont entendu les proches, ils ont entendu les valets, ils ont entendu enfin, tous les gens qui vivaient autour de Louis II. Donc la décision a été prise d'interner Louis II. Et le diagnostic proposé par Bernard Von Guden est celui de paranoïa. Il y a incontestablement des éléments paranoïaques chez Louis II, mais que ça ne résume pas les choses. Mais moi, j'ai une hypothèse qui n'est pas seulement la mienne, hein, mais qui est quand même, pour laquelle il y a pas mal d'arguments, c'est celle de la schizophrénie. Paranoïa ou schizophrénie. On ne saura jamais car le rapport du médecin est truqué. Van Guden n'a jamais pris la peine d'examiner son patient. Le but de cette manœuvre est simplement de mettre le roi hors d'état de nuire. Le coup monté fonctionne à merveille. Le roi est déclaré fou, la régence est proclamée le 10 juin 1886 à Munich. Une commission se rend à Neuschwanstein pour arrêter le souverain. Louis n'arrive pas à y croire, parce que quelque part il s'est enfermé quand même, c'est vrai, dans une espèce de bulle. Et en fait, le véritable meurtre de Louis II, il est là. C'est que Louis II estime qu'il est intouchable, qu'il est le roi, qu'il est la personne sacrée. À partir du moment où ses ministres ont décidé de le faire arrêter, quelque part, ils ont fait éclater sa bulle de cristal. Donc il se laisse arrêter dans une nuit d'orage shakespearienne, sous une pluie battante, le 10 juin 1886, et il se laisse conduire. Il arrive à 4 h du matin au château de Berg, qui est devenu une prison. Dans une lettre, Louis II s'adresse à son peuple. « J'accepte que l'on m'interdise de régner, mais pas que l'on me déclare fou. » Ce document est immédiatement saisi. Cruel destin pour ce roi qui, aimait tant sa liberté et ses montagnes, il est à présent prisonnier du château où il a passé toute son enfance. Pour autant, il ne semble pas se révolter, comme s'il savait déjà que ce séjour serait de très courte durée. Il est calme, raisonnable. On constate qu'il regarde beaucoup à travers une fenêtre où on a mis des barreaux et où il y a des policiers, des infirmiers, des gendarmes qui patrouillent. Et puis, vers 6 h du soir, le roi demande à faire une promenade. C'est à partir de là que nous sommes dans une passionnante énigme, parce que le médecin a un comportement très douteux. D'un geste, il écarte l'escorte, ni policier, ni gendarme. Nous serons rentrés pour 8 h pour le dîner. On ne va pas les revoir vivants. L'alerte est donnée. Les recherches dureront 3 heures. 3 heures pour retrouver sur la berge le manteau du roi, le chapeau et le parapluie de son médecin, ainsi que des traces de lutte. Et là, vers 9 h moins le quart du soir, on commence par trouver un corps qui est sur le pré, sur le gazon. C'est celui du médecin, qui a été manifestement étranglé. Et on finit par trouver celui de Louis II, qui flotte dans l'eau basse. C'est la stupeur. Personne ne sait ce qu'il s'est passé entre les deux hommes. Les gardes n'ont rien entendu. Très vite, de nombreuses hypothèses sont avancées. La thèse officielle dit que Louis II a assassiné son psychiatre et qu'il s'est suicidé. C'est la thèse officielle. D'ailleurs, la maison de Wittelsbach n'accepte que cette version des faits, le suicide. Parce que Louis, ne pouvant pas supporter cette situation à Berg, ayant peur de finir comme son frère, dans des conditions pitoyables, aurait préféré la mort à une fin délabrée. Allez sur place, vous vous rendrez compte que la thèse officielle ne tient pas. Parce que vous vous rendez compte, premièrement, que Louis II a été retrouvé en bas du sentier qu'il était censé prendre. Que ce parc est extrêmement petit. Faire croire qu'il faut 3 heures à des dizaines, voire des centaines d'hommes pour retrouver 2 corps, bon, ça ne tient pas. Donc, quelle que soit la façon dont soit mort Louis II, il y a eu une mise en scène. Je pense que Louis était gênant, à plus d'un titre. Et s'il était parvenu à s'échapper, il aurait réalisé un coup d'État et c'était la Régence qui était menacée. Donc on avait tout intérêt
à se débarrasser de Louis II. Deux thèses s'opposent, celle du suicide et celle de l'assassinat politique. L'annonce de la mort du roi provoque en tout cas un choc épouvantable. À Munich, le Premier ministre von Lotz est sommé de s'expliquer. Le roi était sous sa responsabilité, comment a-t-il pu laisser un tel drame arriver? L'attitude du psychiatre est elle aussi discutée. Pourquoi est-il parti seul avec le roi alors qu'il le croyait fou au point de l'interner? Et puis il y a ces éléments troublants, comme ce pêcheur que l'on soupçonne d'avoir participé à un plan d'évasion et qui dit avoir entendu des coups de feu alors qu'il se trouvait dans une barque au milieu du lac. Louis II, tentant de parvenir jusqu'à la barque du pêcheur, aurait été tué à ce moment-là par des gardes qui étaient masqués. Il ne faut pas oublier que des sentinelles se trouvaient dans le parc qui étaient cachés. Donc il aurait été assassiné à ce moment-là. Et on peut aussi se poser la question de savoir si Gudden, étant un témoin gênant, n'a pas été assassiné non plus. D'autres éléments récents viennent semer le trouble. Un manteau criblé de balles, qui serait celui du roi, a été retrouvé au domicile d'une comtesse allemande. Et puis un tableau représentant le roi agonisant a aussi été découvert il y a quelques années. Mais ces éléments ne constituent pas des preuves formelles. Des pièces à conviction, il n'y en a pas. Le manteau a disparu à la suite d'un incendie où la comtesse a perdu la vie. C'était en 1973. Donc il n'y a pas de pièce à conviction pour le manteau. Pour le tableau, dont on n'a que la photo, où il y aurait du sang aux commissures des lèvres. Il n'y a que cette photographie. Alors là encore, à mon sens, ce n'est pas une pièce à conviction. Cet homme qui a façonné sa propre légende restera pour toujours une énigme. Ces châteaux de contes de fées qui ont inspiré Walt Disney continuent d'attirer des millions de visiteurs tous les ans. Ainsi, le mystère demeure. La mort du roi Louis II est entourée de mystères. Alors plusieurs versions des faits s'affrontent et alimentent non seulement la polémique, mais aussi l'enquête. Philippe Charlier, avec vous, voyons un petit peu eh bien, quelle est la version officielle selon laquelle Louis II serait mort le 13 juin 1886. La version officielle est la suivante. Louis II aurait tué son médecin, von Gudden, sur les bords du lac et ensuite se serait suicidé dans le lac. Le problème, c'est que très vite, le soupçon arrive sur l'authenticité de cette version et de très nombreuses versions vont contester celle-ci. Qu'il s'agisse de son proche entourage, qu'il s'agisse d'une lecture critique des différents procès-verbaux d'autopsie, autant de von Gudden que du roi. Alors, quels sont les éléments, justement, qui posent problème pour le médecin légiste que vous êtes? Les éléments qui posent problème, c'est le fait que von Gudden est mort noyé. Il y avait vraisemblablement de l'eau dans les poumons d'après la majorité des procès-verbaux d'autopsie. On va revenir dessus parce que les versions diffèrent d'un cadre à l'autre. Il n'y a pas d'eau en revanche qui a été retrouvée dans les poumons du roi, ce qui est tout à fait anormal pour un individu qui se noie. En revanche, on peut être retrouvé dans l'eau sans s'être noyé, notamment quand on fait une attaque d'hydrocution ou quand on meurt d'une façon subite dans l'eau, eh bien, on n'a plus de mouvement respiratoire, l'eau ne rentre plus dans les poumons ni dans les voies aériennes supérieures et donc les poumons sont aérés et non aqueux. Donc ça, il y a vraiment une incongruité avec cette découverte. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui ne collent pas. Les montres de Louis de Bavière et de son médecin von Gudden ne sont pas arrêtées au même moment. Alors, certains essaient de se raccrocher aux branches, si je peux dire, en disant que von Gudden ne remontait pas toujours sa montre et que ça peut expliquer la différence d'heure entre les deux. D'autre part, on note de très nombreuses marques de pas, éventuellement des signes de lutte sur la plage. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est lié aussi au fait que les gens se sont précipités pour essayer de retrouver Louis de Bavière et von Gudden et auraient eux aussi peut-être créé ce remous, on va dire, sur le sable, ces marques de pas qui vont dans tous les sens, voire peut-être même marcher sur le chapeau ou sur les cannes dans ce tumulte, dans tout ce Capharnaüm. Et puis le problème, c'est que les procès-verbaux d'autopsie centrés sur Louis II de Bavière, au début, ont une vocation médico-légale pure, est-il mort assassiné ou pas. Von Gudden, on voit des lésions traumatiques sur la face postérieure de son crâne. Donc il a reçu un coup sur il a vraisemblablement reçu un coup sur le crâne et ensuite il a été jeté dans l'eau où il s'est noyé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a reçu un coup après sa noyade ou est-ce qu'il a reçu un coup mais qu'il n'a pas tué? Ensuite il a été précipité dans l'eau, dans un pseudo-coma on va dire, et là, au cours de son agonie, il aurait
inhalé de l'eau, il serait mort de noyade. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont dans un sens, d'autres choses qui vont dans l'autre sens. On va faire un tour de table, on va essayer d'y voir plus clair. Pour vous, Jean Descartes, que s'est-il passé le 13 juin? Mais il y a trois hypothèses possibles. Il y a le suicide. On sait que le roi, peu avant son arrestation à Neuschwanstein, le 10 juin 1886, avait demandé la clé de la tour, la clé de la grande tour qui s'élève à 79,16 m de Neuschwanstein, et qu'on avait caché cette clé, et on lui dit qu'on l'a retrouvée pour qu'il puisse s'engouffrer dans l'escalier en colimaçon, et c'est là où le professeur von Guden et les politiciens venus de Munich s'emparent de lui. La seconde hypothèse possible est celle de l'assassinat, dont on peut discuter bien entendu. Personnellement, toutes les hypothèses que j'ai examinées à ce sujet ne m'ont pas vraiment convaincu. Il y a la troisième hypothèse possible, qui est celle, je dirais, de la nature. La crise d'hydrocution, il est en pleine digestion, et on a retrouvé, il y a une dizaine d'années, un document qui atteste que le roi a pu avoir une crise d'épilepsie, sa langue étant retournée dans sa bouche, et c'est une déclaration de la reine Marie à la princesse de Wurtemberg en 1896. Alors, je vois visiblement qu'Elisabeth Fontaine-Bachelier, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi le tuer? Il suffisait de l'interner. On l'a déclaré empêché de régner. Oui, le problème, c'est que cette clause de la Constitution n'est valable que pour un an. Au-delà de cette année, qu'est-ce qu'on aurait fait Louis II? Comment est-ce qu'on aurait justifié du fait que le roi était interné à Berg? Il faut savoir qu'il avait encore énormément de partisans. À partir de là, au bout d'un an, qu'est-ce qu'on fait du roi Louis II de Bavière qui est à Berg? Mais il y a son médecin qui peut attester tous les ans que le roi continue à être fou. Et pourquoi avoir tué Von Guden en même temps, dans ce cas-là? Docteur Von Guden, alors moi, si je peux parler donc, des sources nouvelles. Alors, évidemment, en Allemagne, on a découvert, il y a un historien qui s'appelle Siegfried Wickmann, qui a découvert de nouveaux documents dont vous faites l'écho vous-même. Quelles sont ces nouvelles informations? D'une part, il a découvert donc, dans les années 1960, alors qu'il était directeur du musée des Beaux-Arts de Munich, une peinture en restauration qui était du peintre Hermann Kohlbach. Cette peinture montre vraisemblablement le roi Louis II, dont des caillots de sang visiblement sortant de sa bouche, et qui l'a frappé puisque lui-même à cette époque s'intéressait au personnage. Donc il a fait des clichés de cette peinture, l'a fait restaurer et donc a gardé ses archives chez lui. Et il y en a évidemment une copie au musée. Quelques années plus tard, ce Siegfried Wickmann fait l'acquisition d'une correspondance et d'un journal intime qui sont ceux du médecin personnel du roi à l'époque, qui est le docteur Schleiss. Et ce docteur Schleiss explique justement par rapport au 13 juin ce qu'il a vu, puisqu'il explique qu'il était sur place. Au moment où il est arrivé, ce qu'il a vu, c'est le corps du roi étendu sur la berge et le docteur Guden qui était à ses côtés, non pas en train de lui prodiguer des soins, mais en train d'éparpiller ses effets autour de lui. Donc ça ce sont les écrits du docteur Schleiss. Et à partir de là, donc et de quoi serait mort Guden alors? Au moment où la barque arrive, où Guden est en train d'éparpiller les effets autour du roi, les frères Hornig sont avec lui, donc le major Hornig et le fameux Richard Hornig arrivent, et là Guden a une réaction de panique, s'ensuit une altercation dans laquelle Guden est tué par Richard Hornig. Et alors, il y a également, je crois, pour étayer cette thèse, un manteau du roi qui a été retrouvé dans une famille... À l'époque, en fait, d'après les protocoles, les vêtements que portait le roi ce soir-là n'ont pas été détruits, mais ont été remis au prince Louis-Ferdinand, qui était également médecin. Ensuite, dans les années 1950, plusieurs témoins au domicile de la comtesse à Munich ont vu ce manteau et ont tous fait une description de cette pièce de vêtement. On a même un croquis d'un témoin qui a vu cette pièce, et il indique en plus en particulier que ce qui l'a frappé, c'est que le pourtour d'impact de balles donc, qui se trouverait dans le dos de ce manteau comporte des traces de brûlure autour. Et ce témoin explique que, selon lui, ça semblerait indiquer que les coups ont été tirés d'assez près. À la mort de la comtesse en 1972, on retrouve effectivement un manteau qui est donc authentifié comme étant une pièce de vêtement appartenant au roi. Mais c'est un manteau d'hiver, noir, sombre, long, sans impact de balle. Soyons clairs, Elisabeth Fontaine-Bachelier, qui a tué le roi et pourquoi?
on sait que le docteur Goodon était en contact direct avec le Premier ministre Lutz, qui lui explique que le roi, très clairement, ne peut pas retourner au Parlement le mardi 15 juin, tel qu'il en avait l'intention, tel que différents membres du gouvernement l'attestent dans les différents protocoles. Le roi avait le projet de s'enfuir pour retourner au Parlement le 15 et démonter le coup d'État dont il avait été victime, puisqu'à cette époque-là, le Parlement n'ayant pas encore entériné la régence, cette régence en fait est illégale. Ce qui paraît étrange quand même dans la version officielle telle qu'elle est montrée, je ne sais pas ce qu'en pense Pierre Combesco, c'est qu'au fond, on imagine mal Louis II... Il y a trop de ci, de ceci, de cela. Je crois tout simplement que le roi détestait Gudon. Mais pas au point de le tuer tout de même. Évidemment. Ah, si, ça c'est possible. Le roi avait la force de tuer, il avait la force physique. La rage. Je voudrais quand même préciser sur l'éventuel assassinat de Goodon par le roi que le problème c'est la bagarre elle-même. Si le roi veut vraiment s'enfuir, pourquoi est-ce qu'il irait tuer son médecin avec une hypothèse... C'était pas son médecin, c'était son gardien. Oui, mais enfin là c'était son médecin. Non, pas du tout. Il n'était plus son médecin, il était son geôlier. Mais il n'a jamais été son mais il avait le titre de médecin et officiellement, il était le psychiatre garde-chiourme du roi. Mais depuis 24 heures à peine. Oui, mais enfin officiellement, il l'était. Non, il n'est pas officiellement, puisque tout était fait sous main, personne n'était au courant. Enfin, non, quand même, on avait proclamé la régence alors qu'elle n'était pas entérinée par le Parlement, depuis le 10 juin 1886. Justement, sur vos sources, question vraiment de néophyte. Est-ce que le tableau figurant... Parce qu'un tableau n'est pas une preuve. Oui, c'est pas une photo. Non, c'est pas une preuve. Le problème, c'est qu'elle est recoupée par la correspondance. Non, oui, justement, est-ce que cette toile-là est datée? Non, cette toile n'est pas datée. Pardon, juste une petite note. Dire que ce sont des caillots dans une bouche, c'est pas vous qui le dites, donc il n'y a pas de souci. Mais donc il y a, on va dire, un liquide rougeâtre dans la bouche. Une grande partie des morts... Par décision, quand ils sont morts, les sphincters s'ouvrent, et notamment pour les corps qui sont sortis de l'eau, qu'ils soient noyés ou pas noyés, on a une régurgitation de matériel alimentaire par la bouche. Donc n'importe quelle mort, quelle que soit la cause, peut correspondre à une toile avec une bouche ouverte et un liquide rougeâtre au fond de la gorge, voire même extériorisé directement sur le visage. Tout à fait, mais là en fait il explique qu'il a vu que le roi était par terre avant Goodon, donc de toute façon, comment aurait-il pu... Je parle juste de la toile, voilà. Pardon. Et de toute façon, lui-même ne dit pas qu'il a vu quelque chose, il explique que cette peinture a traduit une réalité de ce qu'il a vu ce soir-là. Voilà, j'entends bien, oui, il s'en sert comme illustration à son récit, mais ce tableau-là peut aussi servir de 1000 illustrations à 1000 autres récits. Bien sûr. Donc en gros, on ne peut pas s'en servir comme pièce à conviction. Est-ce qu'on le saura un jour, Philippe Charlier? C'est tout à fait possible de le savoir, si tant est que l'autorisation d'exhumation soit un jour donnée. En fait, comme tous les souverains de cette époque-là, et notamment en Bavière, le corps de Louis II a été embaumé. Son cœur a été retiré pour être déposé dans un endroit particulier, le reste du corps a été embaumé. Donc si votre hypothèse de plaie par arme à feu, tout simplement, tient la route éventuelle, ce sont des lésions qui seraient tout à fait identifiables sur le corps. Voilà, quelle thèse croire, difficile, la fin tragique de Louis II de Bavière suscite aujourd'hui encore des polémiques et de nombreuses interrogations. Lui qui voulait par-dessus tout rester une énigme pour les autres, eh bien, aura réussi post-mortem à voir son vœu exaucé. J'espère que ce film ainsi que les témoignages que vous avez entendus tout au long de cette émission vous auront permis de vous faire votre propre opinion. Quoi qu'il en soit, si vous voulez poursuivre agréablement la connaissance du dossier Louis II de Bavière, je vous recommande quelques ouvrages. Jean Descartes, votre livre évidemment, qui est réédité régulièrement chez Perrin, Louis II de Bavière. Voilà, votre livre, Elisabeth Fontaine-Bachelier, Louis II de Bavière, étude d'une vie. Louis II de Bavière, Le roi des lunes de Christine Mondon, cette biographie publiée chez Bernard Giovannangeli, éditeur. Et puis Philippe de Montjouvent qui était avec nous tout à l'heure, Sissi, une impératrice de tragédie, chez Timée Éditions. Et enfin Louis II de Bavière, Splendeur et blessure d'un règne, aux éditions Louis Pariante. C'est vous dire, toute cette littérature autour de Louis II de Bavière, eh bien, le mystère continue à entretenir, en tout cas, l'édition française. Voilà, merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur France 2 pour ouvrir avec vous un nouveau dossier, une nouvelle enquête dans Secret d'Histoire.